rappeler à notre public les obligations qu'il y a sur le tertiaire privé. Parce que finalement, bon, on est un cadre général, mais aussi il y a des spécificités un peu sur la partie privée. Alors oui, effectivement, alors, il se trouve qu'en France, on a une réglementation qui est très intransigeante, on va dire, sur la problématique amiante. Et du coup, les donneurs d'ordre privés sont au même titre que les donneurs d'ordre publics soumis à cette réglementation. À la réserve près, c'est qu'un donneur d'ordre dans le tertiaire, hein, il a bien évidemment du personnel qui œuvre dans ses propres bâtiments, mais également du public, il reçoit du public. Et donc forcément, la réglementation est plus contraignante pour lui, puisqu'elle est multiple, hein, entre les gens qu'il reçoit au titre de son activité et ses collaborateurs. Donc nous, chez Sogelink, on s'est fait fort de proposer une solution depuis maintenant 2015 sur le marché, qui permet à tous ces propriétaires fonciers, quels qu'ils soient, de s'appuyer sur des outils numériques pour gérer, d'une part, cette réglementation et d'autre part, la volumétrie de données. Alors, quand je dis données, c'est bien évidemment de la data, mais c'est aussi des documents, puisqu'on va parler dans l'après-midi, on va parler de dossiers techniques amiante, notamment, ou de rapports avant travaux lorsqu'on parle d'amiante. Et du coup, ça donne naissance à des documents. Et donc, de plus en plus, depuis 1997, qui est l'année d'interdiction d'utilisation des matériaux amiantés dans le monde du bâtiment, on accumule un certain nombre de documents, de données, et qu'il faut être en mesure de gérer et de gérer correctement. Donc chez Sogelink, on a toute une suite logicielle qui est présentée et qui évolue dans le temps, puisque le dernier né, c'est Batidiac 360. Mais Sogelink, c'est aujourd'hui une entreprise lyonnaise au départ, de 650 collaborateurs à ce jour, avec des filiales en Europe. La stratégie de l'entreprise, c'est de devenir le leader européen de la construction tech. L'ADN de l'entreprise, c'est assez simple. Nous ne fabriquons et nous ne concevons des logiciels que pour cette filière-là, que pour la filière du bâtiment et des travaux publics. Donc, on est spécialisé dans ce domaine-là et aujourd'hui, c'est notre stratégie de déploiement à l'international. Alors, cette stratégie, elle s'appuie sur des réussites. Celle qui est présentée sur le slide, c'est une réussite qui a été concrétisée par, d'une part, la certification de nos outils par le CSTB. L'avis de la Cevalia, c'est une organisation qui émane du CSTB qui valide que finalement nos logiciels et nos solutions logicielles permettent de gérer le risque amiante comme il le faut au sein de la réglementation française. Et ça a été doublement confirmé puisqu'on s'est vu attribuer maintenant il y a 2 ans par l'État le marché de la gestion du risque amiante à travers ces plus de 100 000 bâtiments sur le territoire français. Oui, donc tous les bâtiments de l'État, là, ils ont été rentrés dans la solution. Alors, 100 000 bâtiments, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Ouais. On est toujours en cours de déploiement. On opère des vagues de 20 000 bâtiments qui seront terminées. Ces vagues seront terminées à l'issue de cette année. Alors, sur le rappel réglementaire, ce que vous disiez, Xavier, c'est assez simple. Depuis 1997, en France, on a empilé un peu plus de 600 textes sur le risque amiante. Donc du coup, avoir une solution numérique qui permet d'être conforme à ces textes, c'est toujours très intéressant, d'où nos solutions à destination des donneurs d'ordre, mais pas que. On a aussi des solutions pour les opérateurs de repérage, des solutions pour les entreprises de travaux, des solutions pour la voirie, et ainsi de suite. Donc en fait, Sogelink s'est focusé sur les différents textes de loi pour apporter au sein de ces outils une meilleure réponse pour permettre aux donneurs d'ordre d'être conformes à la réglementation. Je ne vais pas tout détailler, cette frise chronologique. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en 2017, la loi travail a imposé de faire des repérages avant tout type de travaux. Donc c'est pour ça qu'on parle d'amiante dans les voiries, on parle d'amiante dans les bâtiments, on parle d'amiante finalement dans tout type de travaux parce que il est possible que sous ce parquet, derrière ce mur, on ait des matériaux qui représentent un risque. Et du coup, avant de démolir ces matériaux, avant de faire des travaux qui vont intervenir sur ces cloisons ou sur ces parquets, eh bien, on est obligé de faire un rapport en travaux. D'où l'explosion, donc à partir de 2017, des documents et des données à gérer, puisqu'en fait, en théorie, avant de faire un trou dans une cloison, on est obligé de faire un diagnostic. Et donc aussi, c'est intéressant de savoir ce qu'il y avait avant.
Donc c'est pour ça qu'il faut gérer aussi ces données pour éviter ces multiples re-analyses, re-contrôles. Alors, exactement, hein, l'idée, c'est de suivre dans le temps l'évolution du matériau dans le bâtiment, bien évidemment, si on l'a retiré, si on l'a encapsulé, si partiellement on a pu uniquement l'encapsuler. Et donc, la Direction générale du travail est très vigilante là-dessus. Hein, on parle vraiment du suivi et de l'historique de la vie du matériau dans le bâtiment. En termes de... Donc là, voilà, on continue le rappel réglementaire. Donc, sur l'aspect réglementaire, le législateur a classé finalement la dangerosité des matériaux. On va parler de liste A, qui est un matériau qui est représenté sur 3 matériaux, hein, calorifugage, flocage et faux plafond. La liste B, on va dire, c'est tous les autres, hein, c'est les cols et ainsi de suite. Et puis, on est obligé de cartographier le risque avec ce type de matériaux, liste A et liste B, dans les bâtiments. Et puis, lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de faire des travaux, on va faire un rapport avant travaux, c'est-à-dire qu'on va faire un rapport qui va permettre non plus de savoir ce qu'on voit, mais savoir ce qu'il y a à l'intérieur des supports. Donc, on va appeler ça la liste C. Et donc, l'idée de tout cette organisation qui est réglementaire, c'est d'être en mesure de protéger d'une part les usagers du bâtiment, mais également les collaborateurs qui vont faire des travaux dans ces propres bâtiments. Donc l'idée, c'est bien ça. Donc on a un aspect code de l'environnement et code de la santé publique et un aspect code du travail. Voilà, et ces deux sujets, bon, on va en reparler avec vous, Conforama, mais ces deux sujets qui vont de pair, effectivement, sur le risque amiante. Alors effectivement, pour que ces utilisateurs ou ces usagers, si on veut dire, du bâtiment puissent en avoir la parfaite connaissance, la réglementation a été assez simple. Hein. L'idée, c'est que le dossier technique amiante ou le rapport avant travaux doit être communiqué par le propriétaire ou le donneur d'ordre à toute personne qui est susceptible d'interagir avec le bâtiment. Donc, d'une part, le donneur d'ordre, puisqu'il n'est pas forcément sachant, doit faire des diagnostics pour savoir s'il y a des matériaux amiantés. Une fois qu'il a ces résultats de diagnostic, il doit les concaténer avec ce qu'il avait déjà depuis 1997, comme on vient de le dire, et transmettre à qui en aurait besoin. Donc, bien évidemment, l'État à la première demande, on va dire, mais également les usagers de ce bâtiment, ces informations. Et donc les expliquer, bien évidemment, à travers ce qu'on appelle un dossier technique amiante ou une fiche récapitulative pour les sachants. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc ce dossier technique amiante, il est constitué, donc, comme je viens de le dire, de rapports avant travaux, de rapports liste A et de rapports liste B. Mais bien évidemment, en France, on aime bien complexifier un peu tout ça. Donc on a encore plein d'autres types de documents qui viennent s'ajouter à ce dossier technique amiante, notamment tout ce qui est suivi de ces matériaux, ce qu'on regroupe dans les rapports d'évaluation des états de conservation, les bordereaux de déchets et ainsi de suite. Donc je ne vais pas détailler l'ensemble de ces documents. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand on est propriétaire d'un bâtiment, c'est relativement simple. Il faut suivre un certain nombre de documents et ça se fait. Par contre, lorsqu'on est propriétaire de X bâtiments ou de X locaux, ça devient vite fastidieux et vite compliqué et on oublie un maximum de choses. Ça devient vite très compliqué de suivre tout ça pour ces bâtiments, d'autant que quand on parle de cartographie, on veut dire deux choses. C'est l'emplacement, donc sur un plan du bâtiment, du risque, mais c'est aussi ce qu'est le risque. Est-ce que c'est un matériau qui est dans la colle? Est-ce que c'est dans la plinthe? Est-ce que c'est derrière le carrelage? Donc, on caractérise également le matériau. Oui. Puis là, on est en 3D, on voit dans le bâtiment, il y a des multicouches, c'est compliqué. Donc, finalement, pour résumer, alors, là, je voyais, il y a la diapo qui arrive, c'est une multitude d'obligations. Ça, c'est bien de le rappeler aux gestionnaires de bâtiments tertiaires, parce que souvent on a fait des conférences qui s'adressaient aux diagnostiqueurs. Là, on a une vocation un peu pédagogique aujourd'hui, qui connaissent mieux ces risques-là et ces enjeux et cette réglementation. Mais là, des gestionnaires de parcs tertiaires, ils le connaissent un peu moins bien, puisqu'ils ont plein d'autres sujets, comme vous le décrivez tout à l'heure, Emmanuel, à gérer. Et donc effectivement, obligation de transmettre tous ces documents. Et donc ça, parce que si je ne le fais pas, j'ai des responsabilités qui sont engagées. Alors, jusqu'à présent, on avait effectivement ces obligations qui étaient des obligations pénales qui sont assez limitées. D'ailleurs, si on regarde les montants, ça ne va pas chercher bien loin, entre guillemets. La jurisprudence est en train de changer.
pour ce qu'on a l'apparition de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait que la victime puisse prouver qu'elle avait été mise en danger en tant qu'usager d'un bâtiment ou d'un local qui présentait un risque. La charge de la preuve s'est inversée depuis maintenant 3 ans. On constate aujourd'hui que le législateur demande déjà au propriétaire du bâtiment s'il est conforme par rapport à la réglementation, avant de dire s'il est coupable ou pas coupable. Et en général, comme c'est très compliqué d'être parfaitement conforme, on l'a vu pourquoi, avec tous ces documents et ainsi de suite, les sanctions tombent beaucoup plus vite. Et la sanction de la mise en danger de la vie d'autrui, on parle là de montants de plus de 100 ou 200 000 euros. Récemment, pour ceux qui suivent un petit peu l'activité amiante, j'ai posté sur LinkedIn un article où il y a une entreprise qui a été condamnée à 672 000 euros d'amende pour ne pas avoir respecté la réglementation et avoir mis en danger ses collaborateurs dans une phase de désamiantage. Dans une entreprise de désamiantage. Tout à fait. Oui. Donc, tout le monde ramasse, entre guillemets, le désamianteur, le propriétaire qui n'a pas transmis les bonnes données, et ainsi de suite. Oui, oui. Oui, puis on imagine quand on est dans une procédure, là, on va chercher les responsabilités de tout le monde, et on a tous intérêt donc finalement à ne pas rentrer dans ce cycle qui n'est pas un cycle vertueux. On a intérêt à plutôt être dans un cycle vertueux de gérer toutes ces données et ces rapports, et donc d'où avoir une centralisation de ces éléments. Alors, merci là pour déjà ce premier élément de cadrage. Petite question que je me posais, Gilles, c'est si on regarde tertiaire, privé ou public, est-ce qu'il y a une ligne de partage, des différences ou Alors, je dirais oui, il y a une ligne de partage et une ligne de prise de responsabilité. On a vu tout à l'heure, l'État était jusqu'en 2022 assez mauvais élève, puisqu'il ne faisait pas trop le job dans au moins les établissements qu'ils avaient en gestion. Il y a eu une prise de conscience sur tout ce qui est école petite enfance, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a eu une grosse campagne de repérage et de mise à jour de toutes ces documentations sur la partie école sur le territoire français. Et les industriels, eux, ils ont l'habitude de gérer le risque. Donc ils n'utilisaient pas forcément tout ce qui était possible comme outil pour utiliser, mais ils suivaient plutôt le risque, non pas vis-à-vis pour être conforme à la réglementation pure et simple, mais tout simplement pour protéger leurs usagers. L'aspect code du travail est très important dans le monde tertiaire et dans le monde privé en général. Les usagers des bâtiments ne doivent pas venir faire leurs courses, ou si c'est dans la distribution par exemple, en prenant un danger. Donc l'aspect code du travail était très très bien pris en compte, on va dire. Parce qu'il y a des impacts commerciaux qui sont colossaux, effectivement. Exactement. Et puis si on sait que vous visitez un magasin et que vous chopez une maladie en sortant du magasin, je pense que la réputation de l'enseigne, c'est fini, quoi. Donc c'était plutôt bien traité, entre guillemets, avant, sur la partie privée. L'explosion des rapports avant travaux fait qu'ils ont de plus en plus de données. Donc du coup, il fallait qu'ils trouvent des solutions numériques pour optimiser cette gestion. Donc on a eu une accélération, je dirais, depuis 2017 du secteur privé qu'on n'a pas ressenti dans le secteur public. Ah ben voilà, donc le cadre est posé. Cyrielle, alors maintenant pour continuer, là on a vu le patrimoine, on a vu la gestion de projet, l'intégration des données. Alors on aimerait bien, Cyrielle, voir comment ça fonctionne tout ça et quand c'est intégré. Voilà. Donc on a la chance effectivement aussi on a fait un partage d'écran là de votre solution. Donc vous allez voir, cher public, en direct, si c'est clair pour tout le monde. Et on vous laisse donc nous présenter les résultats alors. Yes. Alors, je me trouve là sur le tableau de bord donc, de Amiante 360 Patrimoine pour le compte de Conforama. Donc, on voit ici de Conforama. J'espère qu'il n'y a pas de données sensibles là. C'est un bâtiment test. C'est un bâtiment test. Les agences donc sélectionnées, tout le maillage national, avec donc les groupes qui sont donc des sites entre les dépôts, les magasins, les bureaux. Et là, donc, j'ai tous les bâtiments, donc là, les magasins en l'occurrence, qui sont référencés. Donc, j'ai un espèce de fil d'Ariane qui me permet de venir filtrer très facilement. Donc, sur mon tableau de bord, je vais retrouver effectivement tous les bâtiments qui sont soumis ou non soumis à la réglementation, les actions réglementaires à faire, les actions de paramétrage également sur les plans, on en a parlé, de l'arborescence,
La bibliothèque où je vais retrouver donc tous mes documents, les DTA, les fiches récapitulatives et les DAPP, donc là en l'occurrence on n'en a pas. L'annuaire également avec les diagnostiqueurs donc invités et les contacts s'il y a des entreprises de travaux par exemple. Ensuite, si je descends les matériaux, donc là, je pense que c'est ce module-là que vous regardez précisément, Monsieur Caustic, avec les matériaux à monter, les repérages, puisque, comme on l'a dit, il y a des rapports avec des repérages à l'intérieur, les matériaux liste A, ainsi que leur score associé, les matériaux liste B et les matériaux liste C. On peut également diffuser, mais on le verra juste après, les DTA, par exemple, et on a une vue donc, sur les rapports, sur l'ensemble des bâtiments. Je me répète, et une vue travaux si besoin. Donc là, je vais me mettre un peu dans la peau de Monsieur Caustic et je vais venir inviter un diagnostiqueur directement. Donc je vais sélectionner l'agence, donc ici Île-de-France, hop, avec donc mon annuaire. Donc là, je vais retrouver tous les contacts et je vais venir missionner un diagnostiqueur pour un type de rapport que je vais venir sélectionner. Là, en l'occurrence, peut-être un rapport de repérage liste A et B, et le bâtiment ou les bâtiments qui seront concernés. Donc ça, très facilement, directement sur l'application. Ensuite, je vais me mettre, par exemple, sur notre bâtiment donc test, qui est Conforama Colombe, juste ici, où là, donc, je rentre dans le bâtiment. Donc, je n'ai plus que la vue bâtiment. Donc, on a des tableaux de bord qui sont dédiés, que ce soit à la vue globale ou à la vue bâtiment. Donc là, je vais me mettre sur les rapports. Donc là, on voit des rapports validés. Je vais venir ajouter un repérage, finalement. Juste ici, donc effectivement, vous avez très bien normé, finalement, tous les rapports, donc que ce soit beaucoup plus simple à réaliser. Donc là, j'ai toutes les informations et le diagnostiqueur qui est en charge. Donc là, nous sommes en test, hein, mais c'était vraiment pour pouvoir illustrer. Si j'ai une analyse documentaire à ajouter, je peux rajouter directement les rapports consultés. Et là, donc, on va créer un repérage ensemble. Donc, j'ajoute un repérage. Je me mets par rapport à l'arborescence. Donc, par exemple, nous allons aller sur une sortie de parking. Aller chercher donc soit au niveau du mur, du sol, du plafond ou autre. Allons sur du sol. Juste ici, je vois par rapport au repérage si c'est prélèvement, inspection visuelle ou sondage. Je peux même ajouter un laboratoire directement depuis l'application. Oui, parce que vous avez en base, là, si j'ai bien compris, vous allez vite, mais vous avez les diagnostiqueurs, tous les diagnostiqueurs, tous les laboratoires. Tout l'annuaire de contact. Il faut savoir que les diagnostiqueurs en France sont certifiés, donc il y a une base par le ministère qui est aspirée par l'outil, de façon à ce que nos clients ne puissent pas inviter quelqu'un qui n'est pas certifié. Eh ben oui, c'est une sacrée sécurité, oui. Qui est toujours tenu à jour, hein, j'imagine. Ah oui, exactement. Oui. Important. Alors, on va aller chercher donc une dalle de sol. Donc, d'abord, je vais sélectionner dans la liste A ou B le type de composant. Donc là, on retrouve ce qu'a dit Gilles au tout début de cette conférence. Donc là, sur la liste B, je vais aller voir plancher et plafond, par exemple. Ça me trouve donc dans la liste de la 46020 les composants, donc plafond, poutre ou plancher. Donc, je vais sélectionner plancher. Partie de composants, dalle de sol. Ça reste un test. Hop. Ici, donc je mets suivant et je me retrouve donc dans le résultat. Donc, présence oui ou non d'amiante. Est-ce que la protection est donc physique ou non étanche? Donc là, je vais avoir un système de résultats, donc ce qu'on a vu, score 1, 2, 3 ou AC1, AC2 ou EP, en fonction de ce que je vais retrouver en fait sur mon rapport. Donc la dégradée ponctuelle sur l'étendue de la dégradation, le risque est faible. Je suis donc sur une recommandation EP. Si, par exemple, c'est généralisé, je serai sur une action corrective de niveau 2. Et si, par exemple, c'est non dégradé, faible ou rapide sur le risque, je vais me retrouver dans AC1, donc action corrective de niveau 1. Admettons, on reste dans l'AC1. Je vais venir renseigner le critère de décision. Donc là, ça serait, par exemple, le surjugement de l'opérateur. Et donc, je valide et je crée un nouveau repérage si je le souhaite. Donc ensuite, je me mets à la place du diagnostiqueur, effectivement, avec tous ces repérages. Je me rends sur le tableau de bord du bâtiment et je voudrais voir un peu cette vue, parce que c'est bien beau de les avoir, mais comment ça se concrétise finalement sur une cartographie et sur mon plan. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, le rez-de-chaussée pour avoir une vue
concrètes sur qu'est-ce que j'ai comme repérage. Donc là, on voit qu'il y a eu beaucoup de repérages qui ont révélé de l'amiante, mais qui a été retiré. Donc là, on a une légende sur la partie de gauche avec le matériau. Donc est-ce que si c'est en rouge, c'est amianté, vert retiré, etc. Et je vais avoir un type également si je m'avance, avec si c'est un conduit, c'est parois intérieures, extérieures. Donc j'ai vraiment une vraie légende et pouvoir m'y retrouver plus facilement finalement directement sur le plan. Donc là, je m'avance sur la réserve, par exemple, pour voir et avoir une fiche détaillée du repérage. Je m'y rends. J'ai donc la photo associée, quand est-ce qu'a eu lieu le repérage, quel est le composant, l'action attendue et le type. Si je veux également voir le rapport, je peux aller directement le visionner ou le télécharger. Peut-être, Cyrielle, tu peux revenir en arrière avec la vue carte. Ce qui est assez important, je dirais, dans l'approche de notre solution à ce niveau-là, c'est que le DTA, lorsqu'on construit un DTA, la réglementation précise qu'on présente les zones amiantées. Oui. Comme on peut le voir, ici, on présente aussi tous les résultats également négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont verts, c'est-à-dire que inutile d'aller refaire un repérage, refaire un sondage à un endroit, parce qu'on va capitaliser. Emmanuel, c'est souvent ce qui arrive, on va capitaliser sur l'information que vous aviez déjà, et des fois, cette information, elle est soit inexistante, soit complètement difficile à retrouver. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On relance un diagnostic au même endroit avec des coûts associés, alors que dans la boutique, quand je dis la boutique, c'est dans Conforama, on a parfois l'information qui existe déjà. Et un repérage a un coût également. D'où l'intérêt de travailler avec le même diagnostiqueur et de compiler les repérages amiantes au fur et à mesure. Oui, et de centraliser l'information. Finalement, si j'ai bien compris, le maître d'ouvrage saisit les données, où est-ce que j'ai besoin d'un rapport de repérage. Ensuite, le diagnostiqueur récupère cette information et puis vient compléter aussi, alimenter le système avec ses résultats. Et donc après, le maître d'ouvrage reçoit des alertes et avec les retours d'informations. Et effectivement, ce qu'on est en train de faire actuellement avec les équipes de Conforama, c'est reprendre l'historique, toute la donnée qu'ils avaient. Les 100 gigas, on est dedans là. C'est colossal de reprendre tout, parce que là, j'ai vu l'arborescence qu'il y a, effectivement, qui n'est pas simple. C'est pour ça que quand c'est bien rangé, on adore, parce que du coup, on va beaucoup plus vite. Parce que des fois, c'est le bazar. Une question que je voulais vous poser, là, parce que je ne connais pas votre système, mais est-ce que vous numérisez, est-ce qu'il y a un peu d'automatisation que vous avez sur la reprise de l'existant Alors, on a de la chance, parce que chez Conforama, tout était déjà numérique. Donc, tous les rapports sont en PDF, tous les plans sont en DWG, ou la plupart, des fois on n'a que du PDF également. Donc en fait, on intègre des fichiers. Donc il n'y a pas de lecture automatique, un diagnostic, il faut le lire. Ah, il n'y a pas de lecture automatique. Non, c'est du travail manuel. C'est du travail manuel. Donc effectivement, donc il y a un gros travail de reprise. Mais bon, après, on voit là, tout le gain qu'il y a derrière, effectivement, en termes d'efficacité. Sur le logiciel, vous vouliez nous montrer encore Une dernière chose, effectivement, pour la diffusion du DTA, comme on l'a dit, c'est réglementaire, de pouvoir le mettre à disposition et donc de le diffuser. Donc, très simplement, je me rends donc dans la bibliothèque et je vais venir ici le diffuser à acquis de droit, donc à des organismes type CRAMIF, directement depuis l'application, et je vais pouvoir diffuser très simplement. Et ça, dans l'organisation de Conforama, c'est important parce que le DTA et les documents doivent être accessibles dans les magasins. Alors, pour compléter le suivi, le DTA, la fiche récap ou le repérage amiante avant travaux, ce n'est pas une fin en soi, il faut l'utiliser. Donc, nos documents sont disponibles pour tous nos directeurs de magasins, consultables par tous les salariés de Conforama, consultable aussi par les entreprises intervenantes, mais on suit également la traçabilité de l'envoi de la fiche récap ou du repérage amiante avant travaux à nos entreprises intervenantes. Et oui, parce que ça fait foi, là, j'ai bien compris en termes de responsabilité, donc vous êtes obligé de... Oui, la charge de la preuve, donc l'outil, lorsqu'on envoie un mail, on a la preuve que le document a bien été téléchargé. Ouais. Alors, il n'a pas été lu, ça on ne peut pas savoir encore, mais c'est comme le recommandé. Ouais. Vous avez retiré le recommandé, que vous ayez ouvert l'enveloppe ou pas, entre guillemets, peu importe. Ouais. L'important, c'est que le donneur d'ordre puisse prouver qu'il a bien fait son job.
qu'il a bien envoyé le rapport, qu'il a bien envoyé le DTA à l'entreprise. Et on a également un historique des versions, de savoir si ça a été diffusé, à qui, pour avoir un vrai suivi très poussé.